Dans le cadre de notre cercle d'apprentissage Apprendre ensemble, c'est un dispositif qui a été initié par Denis Christol. On t'invite pour une interview. Alors, c'est un dispositif un peu différent des MOOC, dans le sens où ça ressemble beaucoup plus au réseau d'échange, de partage, avec une dimension rencontre physique assez importante. Et donc, en fait, tu as bien voulu gentiment nous accorder ces 15 minutes pour répondre à nos questions. Peut-être avant de commencer, je vais te présenter pour le public qui ne te connaît pas, même si la note est connue. Donc, Marcel Lebrun, donc tu es professeur à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Tu es aussi, je crois, président de l'AIPU, l'Association internationale des pédagogies universitaires. Tu es aussi président d'honneur du consortium Claroline. Alors, Claroline, c'est elle qui est à l'origine de la plateforme Nouvelle Génération Claroline Connect, avec ton compère Christophe Battier de Lyon. Et puis, j'ai vu aussi ton profil dans Twitter. Tu t'identifies comme étant conseiller et agitateur technopédagogique. C'est bien ça? Oui, je crois que c'est de faire ça tout gentiment, pas accepter nécessairement toutes ces idées qui sont en effervescence sur le web, mais essayer, il faut rester très très modeste quand on dit ça, d'avoir un regard un peu critique. Si on me dit, ben voilà, tout est blanc, ben je dirais oui, mais je crois pas vraiment ça. Est-ce qu'il y aurait quand même pas des limites, des embûches? Et voilà, donc c'est ça pour moi, être agitateur. Je crois que tu l'es aussi. De temps en temps, on envoie des trucs auxquels on ne croit pas nécessairement, mais on se dit, tiens, il y a peut-être une idée là derrière. Comment mes amis sur les réseaux vont réagir par rapport à ça? Et parfois, ils ne réagissent pas. Et parfois, tu te dis, mais c'est une idée tout à fait banale. Et là, tu as une effervescence avec des commentaires et tout. Ben voilà, donc c'est, oui, agitateur, mais au sens très, très positif du mot. Et tu animes aussi ton blog, le blog de Marcel. Oui. Et puis tu es auteur de nombreux ouvrages. J'ai cru comprendre qu'il y a un nouvel ouvrage qui va sortir prochainement. J'ai vu ça sur le réseau Twitter. Oui, il y a en fait deux ouvrages. Un principal qui va sortir aux éditions Canopée en France, qui est un ouvrage sur les classes inversées. C'est quand même une des thématiques du moment, mais qui sera quelque chose de pas trop théorique, si tu veux, parce qu'on peut modéliser tous les classes inversées, mais il y aura une grande place pour les pratiques, les interviews, même si elles sont virtuelles au travers d'un livre. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on a des interviews. Il y a de plus en plus d'enseignants qui s'expriment sur les réseaux en disant ce qu'ils font. Ben, je considère que c'est une certaine forme d'interview qui est là et qu'on peut utiliser. Ça, c'est un premier livre très concret, plutôt orientation enseignement secondaire, je dirais, mais sans négliger le supérieur et le primaire. Et alors, un deuxième livre que j'écris avec des collègues suisses, dont Denis Berthiaume, mais qui là sera beaucoup plus modélisant, conceptuel et orienté vers le supérieur. Très bien. Alors, je pense que tout le monde, enfin, beaucoup de gens connaissent moi. En tout cas, le jour où je t'avais découvert à travers tes conférences et tout ça, la première chose qui m'a frappé, c'est ton modèle, modèle de dispositif qui est basé sur les interactions, les ressources, les activités et la production. Alors, bien sûr, avec un gros moteur qui est la motivation et un autre moteur qui sont les interactions. Et ben, moi, je voulais focaliser avec toi sur cette partie, sachant que c'est ce qui nous intéresse dans notre thématique d'aujourd'hui. Alors, ces interactions, je sais que ton dispositif t'en parle beaucoup plus avec, c'est-à-dire, en fait, on a des étudiants avec un coach ou un apprenant, enfin, avec un formateur ou un enseignant. Mais disons que dans notre cercle d'apprentissage, j'en ai beaucoup plus, c'est beaucoup plus aplati et on fait référence à toute notre expérience, à tous les participants qui viennent dans ce cercle-là. Ils vont interagir dans une intelligence collective sans forcément avoir un expert par rapport à une thématique précise. Mais on a des défis et puis on échange par rapport à tout ça. Alors déjà, j'aimerais bien savoir pour toi, qu'est-ce que ça veut dire apprendre ensemble, voire apprendre à apprendre ensemble, Oui, oui.
Donc, effectivement, tu as fait ça de manière magistrale. Tu es quand même parti d'une certaine image de l'apprentissage. Hein. L'apprentissage, on apprend avec des ressources. Je dis souvent, oui, oui, on apprend aussi, n'oublions pas, en écoutant les autres. Donc, moi, je ne renie pas nécessairement des formes plus traditionnelles, mais on apprend aussi en faisant. Et on apprend aussi en faisant œuvre dans un espace public. Et là, tu l'as très bien dit, c'est trois parties du modèle, ce que j'appelle l'information, les ressources, les activités, les productions. Alors, ça, c'est très déterministe, hein, c'est un peu input, process, output, quoi. Et tu l'as très bien dit, je les appelle comme ça, effectivement, deux moteurs, motivation et interaction, qui pour moi ne sont pas séparés. On trouve dans des éléments de motivation la collaboration et on trouve quand on étudie les interactions, comme tu as dit, on trouve des éléments de motivation. Alors, la question, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi apprendre ensemble? Ben, c'est apprendre. Je ne pense pas qu'on puisse dissocier l'apprentissage du collectif. Moi, j'adore cette pensée de Philippe Carré, c'est un pédagogue français qui a écrit un livre avec un titre un peu interpellant qui s'appelle L'apprenance, quelque part. Et il a cette phrase, je trouve, c'est un oxymore parce que ça dit le contraire de ce que ça veut dire tout en disant les choses comme il faut. On apprend toujours tout seul, c'est fondamental. Je ne peux pas apprendre à ta place, je ne peux pas te faire apprendre. C'est moi qui vais apprendre ou c'est toi qui vas apprendre. On apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. On va toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Voulant dire par là la part de collectif, la part d'héritage finalement, hein, d'hériter des pensées des autres, qu'ils nous aient précédés ou qu'ils vivent avec nous finalement. Et ce que j'ai bien aimé dans ta question, c'est aussi que l'interaction, allez, appelons les choses par leur nom, l'apprentissage collaboratif, etc., etc. Oui, c'était une sorte de pseudo-apprentissage collaboratif qui a été normalisé, formalisé dans l'école, mais où il y avait quand même un maître et des élèves, et l'interaction était vue comme, si tu veux, un va-et-vient entre le maître et les élèves. Et ce qu'on assiste actuellement, ce à quoi on assiste, qui pour moi est profondément lié avec notre 21e siècle, le numérique et ces choses-là, c'est qu'on assiste à une horizontalisation des pratiques. On dit souvent, regardez Uber, les stations de taxi, c'est une entreprise de taxi, mais qui n'a pas de voiture, finalement, tu vois. Et tout est basé, qu'est-ce qui reste au-delà du matériel? C'est ces outils qui nous permettent de communiquer avec d'autres et d'envoyer quelque part un message disant, je dois aller à Bruxelles cet après-midi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prendre, quoi? Et là, cette horizontalisation, je crois que elle est fondamentale. Donc, horizontalisation, je veux dire, dans le schéma de l'école, l'interaction avec le maître, oui, il est là, on ne le nie pas, mais interaction avec les apprenants, avec des regards différents et des choses comme ça, qui conduisent à une construction collective d'une certaine intelligence. N'oublions pas que le mot intelligence, c'est faire des liens. Interliguer, ça veut dire faire des liens entre toutes sortes de choses, mais encore, à un moment donné, il faut que la personne se l'approprie. Et moi, je dis souvent, on n'apprend pas en groupe, on n'apprend pas en ligne, on apprend en soi. Ça ne veut pas dire que le groupe est négligeable. Non, il est le terreau dans lequel mon intelligence, mon apprentissage va se construire. La plante n'est pas le terreau, mais la plante sans le terreau ne peut pas vivre. Ouais, mais justement, Marcel, quand tu dis ces interactions, maintenant de plus en plus on horizontalise, etc. Mais nous, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on m'a jamais mis dans un groupe pour pouvoir travailler. En tout cas, on m'a jamais expliqué comment je pouvais collaborer avec mes pairs, etc. Donc, en fait, il doit y avoir quand même des méthodes pour apprendre justement à travailler dans un climat de bienveillance, que ce soit en présentiel ou à distance. Est-ce que tu as des choses par rapport à ça à nous dire, s'il te plaît? Oui, la deuxième question m'amène sur un
un terrain difficile, mais terriblement intéressant. C'est que tu as entendu parler en pédagogie, on te parle souvent j'en parle d'ailleurs aussi beaucoup, de la cohérence, de l'alignement, c'est-à-dire quand on a des objectifs, il faut mettre en place les méthodes qui permettent, non pas à moi, mais à mes apprenants, d'atteindre cet objectif. Le malheur, une fois que tu as dit de nouveau cette pensée extrêmement déterministe, on a les objectifs, on va construire le chemin pour les atteindre, ben, c'est que finalement, on arrive trop vite, selon moi, à dire il y a la compétence à travailler en équipe, je vais utiliser ce mot-là pour le moment, et pour atteindre cette compétence, qui est une forme d'objectif, je vais faire travailler mes étudiants en groupe. Il y a une sorte d'identification entre la compétence à travailler en équipe et la méthode, si tu veux, le cheminement, on va les faire travailler en groupe. Mon gros problème avec ça, c'est que où est-ce qu'on nous apprend à travailler en groupe? Oui. Ça, c'est la question fondamentale. On dit, des enseignants me disent, oui, j'ai essayé de faire des travaux de groupe, ou alors, plus numériquement, ouvrir un forum pour les débats et tout, et ça n'a pas marché. Ben non, ça n'a pas marché, parce que la technologie, employons ce mot-là pour le moment, elle permet, elle a le potentiel de, mais encore une fois, donner aux personnes des espaces de liberté, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, des espaces où je vais pouvoir m'exprimer et être à l'écoute des autres, ce que tu as dit est fondamental, c'est certainement bien, mais je ne peux pas m'empêcher, même si ça peut faire sourire, quand je vais dans une librairie comme à Louvain-la-Neuve ou à Bruxelles, peu importe, ou à Paris, on trouve des tas de bouquins sur comment travailler en équipe, comment faire en sorte que vos collègues participent à vos projets, comment développer la créativité. Donc, il y a des savoirs, si tu veux, sur le travail en groupe, et ces savoirs-là, les enseignants ou les responsables institutionnels ont l'air de croire, me semble-t-il, que ça vient de l'atmosphère, finalement. On va acquérir ça comme ça. Alors oui, on peut faire des rencontres spectaculaires avec quelqu'un qui s'y connaît en travail de groupe, mais la plupart de nos élèves n'ont pas ça. Et donc, je dis souvent, dans la littérature, on dit il y a les savoirs et les savoir-faire. On les dissocie en disant il faut d'abord maîtriser les savoirs et puis on fera des applications. Et moi, je prétends que non. Il y a des savoir-faire qui permettent de générer des savoirs et il y a des savoirs sur les savoir-faire. Et donc là, c'est vrai, on nous a donné les outils de la communication, de l'échange, mais qui nous a enseigné, je ne vais pas dire appris, parce qu'appris, on doit le faire soi-même, mais qui nous a appris à travailler en équipe et bien plus que cela, comment les enseignants qui sont là pour donner les balises, les signes, les critères, etc., comment sont-ils formés pour former d'autres à mieux travailler en équipe? Ce serait la pire des choses, qu'on nous donne les moyens de cette fraternité de construction de connaissances, qu'on nous donne les outils pour le faire, mais qu'on ne nous donne pas les moyens conceptuels pour en profiter. Ce que tu dis ici, là, Marcel, ça me fait penser à une conférence que j'ai vue la semaine dernière de Jacques Tardif qui parlait justement de l'approche par compétences. Je pense que tu as écrit un bouquin avec lui il y a quelques années. En fait, il parlait vraiment bien de deux façons de voir les choses, c'est-à-dire il appelle ça le fractionnement, l'objectif et discipline qui a une logique photographique, et il dit aussi il y a ce qu'on appelle l'intégration qui est propre aux compétences, qui a une logique vidéographique, et donc en fait il parle de curseurs qu'il faut déplacer finalement en tout cas, on ne peut pas être à 100% compétences, mais on peut avancer vers ces compétences-là et avec ces connaissances qui vont nous aider justement à planifier, à réfléchir et à agir. Oui. Justement, quand on interagit de cette façon-là, je suppose que la production, elle sera plus palpable. Je ne sais pas ce que tu en penses là. Alors, je dirais par rapport à ce que tu as dit, pour prendre pas une autre porte d'entrée, mais peut-être un autre regard, c'est que très souvent, quand tu lis les textes relatifs à l'éducation,
on dirait qu'on oppose les savoirs et les compétences. Si je travaille trop en orientation compétences, mais où seront donc les savoirs à transmettre? Et évidemment, si l'enseignant occupe tout le temps, si tu veux, de l'interaction par la transmission des savoirs, bah, à part la compétence à prendre des notes et encore, bon voilà, on va pas développer. Alors pour moi, c'est vraiment un faux débat parce que la notion même de compétence, elle contient les savoirs. Elle ne peut pas être dissociée de cela. Une compétence, même si elle est transversale, comme le travail d'équipe, la recherche d'informations, etc., ne peut pas être dissociée des savoirs à rechercher ou à construire. Et en plus de ça, de l'autre côté, si tu veux, la compétence est indissociable des contextes. Autrement dit, une compétence, ce n'est pas qu'un savoir-faire et des savoirs, comme j'ai parlé tout à l'heure, en mentionnant le hiatus entre les deux, mais ce sont des savoir-faire et des savoirs dans des contextes donnés. D'où l'émergence des pédagogies par projet, par situation, problème, etc., qu'on connaît bien, ce n'est pas le débat ici. Et donc, la compétence est toujours contextualisée à un bout, alors que le savoir est le plus souvent décontextualisé. Parce qu'un savoir, pour qu'il puisse être généralisable, transportable, transférable, il faut le priver de tous ses attributs de contexte. Et donc, la compétence, c'est vraiment l'endroit où le contexte, c'est-à-dire nos expériences de vie, nos expériences professionnelles, et que ce soit des petits-enfants ou des grands, l'échelle change, mais pas les objets en eux-mêmes. Et donc, de veiller non pas à savoir si on doit faire des compétences du contexte ou si on doit faire des savoirs. La question qui m'intéresse une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux? Quels sont les cheminements qui vont des savoirs au contexte, un peu comme l'approche par problème finalement, ou à l'inverse, des contextes qui nécessitent des savoirs, comme dans la pédagogie par projet. D'accord. Peut-être là, on a bientôt terminé. Peut-être une dernière question, Marcel. Dans notre dispositif, on est, comme je t'avais dit tout à l'heure, on n'a pas d'enseignant, on n'a pas de coach, on n'a pas de formateur. On est plus dans un cheminement, j'en parlais hier avec Denis Christol, sociocratique que démocratique. On est plus dans la négociation, comme disait un autre collègue, Jean-Claude Plourde. Et est-ce que tu crois qu'on peut vraiment cheminer vers quelque chose de constructif sans forcément… alors, je sais qu'on parle beaucoup d'objectifs, tout ça. On n'a pas forcément un objectif défini, mais on a des défis, des activités, et on veut arriver par des interactions ensemble à quelque chose. Je ne sais pas comment tu peux nous conseiller par rapport à ce point-là. C'est vrai que l'image que l'on peut avoir et que j'ai finalement des diverses communautés avec lesquelles j'ai travaillé. Bon, on a aussi essayé avec mon ami Christophe, pas seulement essayé, on l'a fait, de mettre en place des MOOC. Et comme tu as dit, c'est pas ces MOOC qui n'ont de nom que le MOOC, c'est-à-dire ces MOOC qui sont des cours traditionnels transmis sur Internet, et je vise par là edX et toutes ces choses-là. On est dans des MOOC connectivistes finalement. Et toi, tu as même rajouté quelque chose qui me paraît essentiel, des MOOC connectivistes hybrides avec une partie en présence qui n'est pas négligeable, ou en tout cas que l'on recherche. Alors, la métaphore que moi j'ai, c'est que ces communautés, une fois que tu les regardes de ton observatoire, je vais dire moi, Marcel ou Christophe, qui regardons un peu le MOOC e-Learn 2, on voit comme ça, mais des tourbillons, des effervescences, des idées qui sortent, mais qui ne sont pas nécessairement attrapées. Et on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas là en train de générer une sorte de désordre conceptuel où finalement, mais je dis bien, c'est un regard très rapide sur les choses, où tout est dans tout et réciproquement, et tout se vaut. Et donc, je me dis, mais comment ces structures de désordre, ces bouillonnements finalement, je vois une casserole d'eau chaude en train de chauffer là maintenant, comment finalement on peut, au niveau des individus, mais au niveau du global, créer des idées d'affiliation.
des points sur lesquels on va s'accrocher. Et c'est ma phrase qui essaie de résumer tout ça. Comment on peut faire naître l'ordre à partir du désordre? Alors l'ordre, je te rassure tout de suite, c'est pas l'ordre tac tac des soldats, non, c'est des structures conceptuelles stables pour un moment finalement. C'est-à-dire pour un moment, le temps de vie du groupe, le temps de vie des équipes, etc. Comment finalement on va faire en sorte d'avoir ça? Et là, je prétends, c'est peut-être les nouveaux rôles des formateurs. C'est pas nécessairement de donner les savoirs. Dans des communautés comme celle que tu évoques, on suppose que les savoirs sont là. Ils sont de nature formelle, mais aussi, c'est pas négligeable, informelle. Ce sont des savoirs qui n'ont pas encore été normalisés, formalisés, etc., etc. Et là, on a quand même besoin, et nous le sommes tous, des personnes ayant une certaine expérience. Toi, tu as des expériences que moi, je n'ai pas, et j'en ai peut-être quelques-unes que tu n'as pas. Et à ce moment-là, il va avoir le regard d'une des personnes de la communauté, et je suis bien dans un schéma très horizontal, qui va dire « mais c'est amusant parce qu'il y a X qui a dit ça, Y qui a dit ça, et Z, et ça me fait penser à telle chose. » Et à ce moment-là, on commence à voir des structures d'ordre, c'est-à-dire de liens, de compréhension, j'ai envie de dire parfois de clin d'œil. Je t'ai compris dans ce que tu as dit, je t'ai compris, je t'ai pris avec finalement, qui font qu'il va y avoir des structures d'ordre qui seront toujours en négociation, donc ce mot est vraiment très important, mais qui permettront à la communauté d'avoir une sorte d'escalier sur lequel elle va dire « on était là, maintenant on va passer à ça ». Et pour moi, c'est vraiment le rôle du formateur, mais que nous sommes tous quelque part, que nous sommes tous, qui est d'établir les jalons, les repères, les indicateurs. Nous explorons un vaste paysage et quelqu'un dit, si à un moment donné, on mettait une balise en disant, on est passé par là, et ça, c'est un point stable finalement. Et donc, je crois beaucoup, moi, à un dispositif de formation qui est fait d'espace de liberté, de choix, d'écoute indulgente, j'ai envie de dire, ou fraternelle, on emploie les mots en fonction de son expérience comme on veut, mais à un moment donné, on doit, celui qui conduit la chaîne, si tu veux, des alpinistes, il doit mettre un piton quelque part pour que les autres puissent aussi continuer à progresser. Ça, c'est une image, donc des espaces de liberté, certainement, horizontaux, je fais ce geste-là, mais avec des personnes qui sont là, et c'est chacun d'entre nous pour mettre des balises. Mon petit mot d'esprit, si on peut dire, c'est de dire, on nous parle toujours de l'apprentissage toute la vie durant, que nous allons devoir continuer à apprendre toute la vie durant, mais quels seront les enseignants? Mais quels seront les enseignants? Et je réponds, mais c'est les mêmes. Et donc, quelque part, à la fois, je sépare le processus de l'enseigner et de l'apprendre, mais irréductiblement, ils se retrouvent quelque part. Et donc, nous allons tous non seulement apprendre à devoir travailler en équipe, etc., mais nous allons tous également devenir, à un moment donné, des enseignants, des formateurs, des coachs, des accompagnateurs pour les autres. Et ça, c'est difficile parce que ça évoque la responsabilité. Je suis dans un groupe, mais pas pour me cacher dans le groupe, mais de temps en temps pour émerger du groupe et pour dire aux autres, dites, on discute depuis 2 jours là-dessus, si on faisait ça. Tu vois, il y a l'idée de proposer ce cheminement dans cette chaîne d'alpinistes en train de gravir quelque chose. Ouais, c'est vrai que ça demande, comme tu disais, un peu de courage, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement parler de tout ça. En tout cas, merci beaucoup Marcel pour cette interview, c'est très gentil. Je sais que ces temps-là, tu donnes pas beaucoup d'interviews et tout ça. En tout cas, c'est très très sympa et au plaisir de te retrouver dans je sais pas moi, dans la sphère des réseaux sociaux et puis dans la vraie vie aussi. Tout à fait. Plaisir, Rochane, et bonne route à toi en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Allez,